moi j'ai un parcours particulier qui démarre avec la technique. Je commençais, après avoir fait un baccalauréat plutôt section artistique, je suis allé aux Manufactures des Gobelins où j'ai appris à tisser de la tapisserie. Voilà, puis après je suis rentré à l'époque ça s'appelait IFROA, Institut Français de Restauration des Œuvres d'Art. Je me suis occupé de restauration textile. Donc tous mes débuts de carrière se font dans la restauration textile, dans diverses collections en Angleterre, en Écosse, à Lyon, Fondation Abeg, etc. J'ai fait tout un circuit comme ça. Puis je suis venu ici où je suis occupé de la restauration textile des musées d'art et d'histoire. On m'a confié des commissariats d'exposition, et puis d'un commissariat à un autre, finalement, je me suis retrouvé moi qui étais hyper spécialisé textile, me retrouver à envisager des choses beaucoup plus larges qui sont allées naturellement de la mode, mais jusqu'aux arts graphiques, la photo, l'histoire et les arts appliqués, et maintenant d'être en charge de la maison Tavel. Là. Et puis, c'est le seul corps de métier qu'on a pu rencontrer, c'est restauration textile, justement. Vous pourriez nous dire quelques mots sur ce que, je sais pas, qu'est-ce que vous avez eu, ou un exemple de 2 ou 3 costumes que vous auriez dû restaurer ou nettoyer, je ne sais pas comment ça se passe tout ça. Alors c'est carrément un sujet en soi, parce que des textiles... Monsieur Lopez qui nous a parlé de la restauration, mais des œuvres d'art, des pastels, mais on n'a pas eu de... Voilà. Alors pour les textiles, ce qui s'est passé, c'est que très longtemps on a réparé pour utiliser, et jusqu'à ce qu'on se pose la question d'avoir une vision patrimoniale par rapport au textile. À partir de là, et ça commence à la fin du 19e, et ça commence en Suède. Il va y avoir toute une généalogie de la restauration textile comme ça qui va se faire. Mais pour faire simple, ça démarre en Suède, ça démarre avec les tapisseries. On va commencer à arrêter de retisser les tapisseries quand on a un trou, de le refaire à l'identique, mais de se poser des questions, de différencier ce qu'on rajoute de l'original. C'est la grande question. Et puis à partir de là, à Munich, il y a une personne qui va venir en Suisse à la Fondation Abeg, la collection textile qui est d'une extrême importance pour tous les gens qui s'occupent de textile, et qui va porter dans un élan qui va quand même passer surtout Suède, Danemark, l'Allemagne beaucoup, et la Suisse. Il va porter des techniques de lavage, de consolidation qui sont respectueuses de l'original. Et ça va faire école, ça va venir en France assez tardivement, dans les années 70. Et en Angleterre va se développer une autre branche de cette restauration qui va aller beaucoup plus vers une intervention avec des collages, par exemple. Donc ça va donner une autre approche qui est un peu décriée et qui peut l'être dans le sens où c'est beaucoup moins réversible. Mais maintenant on est à se poser des questions plus larges, même sur ces techniques de couture qui sont réversibles, qui sont quand même assez interventionnistes. Donc on recule un peu d'un pas sur tout ça. Mais en tout cas, vous avez deux branches comme ça qui vont se dessiner et qui vont, si vous voulez, faire changer un peu la mentalité, où on n'hésitait pas à compléter, recréer, en toute bonne foi. Hein, on le faisait à l'époque puisque c'est comme ça qu'on envisageait l'œuvre d'intérêt artistique. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Donc ça a changé, mais ça rechangera encore, très probablement. Dans 30 ans, on n'en sera pas où on en est maintenant. Je pense par exemple à la robe de Valongin. Il y a un endroit sur la manche qui est déchiré, et du coup, pour que la manche reste attachée au vêtement, ils ont fait une réparation avec une sorte d'organza dessous et des points. Ça, c'est la méthode germanique. C'est une méthode de restauration, conservation, oui. Que je rapprocherais plutôt de cette vision allemande de la restauration.
Et vous-même, vous êtes déjà trouvé face à une robe du 18e avec ces questions à se poser, nettoyage? Oui, bien sûr, Ouais. oui. Même réassocier des morceaux démontés, des choses comme ça, qui sont des expériences qu'on peut faire avec toutes les limites que ça peut avoir, puisque on est dans une réinterprétation. Ouais. Voilà, alors ça c'est toute la question de la restauration, des reconstitutions, c'était réassemblé, quand on travaille avec des vêtements qui viennent de fouilles par exemple, donc de tombes, où on va avoir des fragments, il faut, si on les sort de leur contexte, c'est pour en faire quelque chose, c'est-à-dire pour leur faire dire quelque chose souvent. Ça, c'est le principe de l'archéologie. Donc, à partir de là, où est-ce que l'on va? Parce que toute action qu'on va avoir, elle est irrémédiable. Quand vous allez laver un tissu, par exemple, vous ne pouvez pas enlever. C'est fait, c'est fait. Donc, c'est des prises de position, des choix, et comme on en fait dans les bâtiments, comme on en fait sur peut-être moins finalement en peinture, mais le problème du textile, c'est la réversibilité. On ne peut pas appliquer n'importe quel produit dessus. Et c'est vrai que des actions avec des solvants forts qu'on pourrait avoir sur des couches picturales, par exemple, c'est pas souhaitable. C'est pas ce qu'on fait, mais qu'on a déjà fait. Si vous voulez, vous pouvez carrément pas les avoir sur du textile. Ouais, enfin, moi je pensais, on a vu beaucoup de dentelles ou des engageantes jaunies, quoi, hein, forcément. Oui. Et ça, vous essayez de les blanchir, enfin de les nettoyer, ou vous dites, mais c'est comme tout, il y a des modes pour tout. Ouais. Parce qu'on est régi par la mode, Ouais. que ce soit le langage, le vêtement ou la restauration. Ouais. Donc il était très longtemps, il n'était pas possible de présenter des éléments de lingerie sans que ça soit parfaitement blanc. Ouais. C'était pas compréhensible du public de qui que ce soit. Ça faisait sale, c'était ressenti comme ça. Donc on a cherché des techniques de blanchiment qui ne soient pas trop destructrices sur le tissu. Et ça a été des choses qui se font dès les années 60. Voilà, et il y a beaucoup de robes qui ont été finalement oubliées dans des endroits, dans des boîtes, et puis ça s'est bien conservé. Finalement, il n'y a pas eu de poussière, il n'y a pas eu de peu de jaunissement, et surtout pas de décoloration par la lumière. Et donc vous avez trouvé des merveilles comme ça du 18e, ou ça vous est arrivé Mais il y en a, j'ai envie de dire, partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collections textiles de par le monde. Il y a un marché de tout ça aussi qui fonctionne bien. Il y a des ventes aux enchères avec tout ça. Donc on a quand même toujours considéré les choses textiles un petit peu d'exception et on les garde. Et on a toujours ce même rapport au tissu. On ne jette pas tout. Il y a quand même les gens qui jettent beaucoup gardent quand même parfois une chose parce qu'ils ont un sentiment affectif ou un respect du vêtement, etc. Ils vont le garder. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui traversent le temps et qui se retrouvent. Donc il y a beaucoup de choses, particulièrement des choses assez haut de gamme. Et c'est pour ça que ça me donne une interrogation aussi sur la valeur des choses. C'est que les vêtements populaires du 18e sont beaucoup plus rares. Elles sont des choses beaucoup plus d'exception que des vêtements de cour dont on a des exemples à n'en plus finir dans tous les grands musées textiles, les grandes collections textiles dans le monde. Parce que les vêtements populaires étaient utilisés, réutilisés... Oui, et déconsidérés. Ouais, d'accord. Ouais. Personne ne va penser à garder des vêtements de travail actuels. Quand ça va être déchiré, on va jeter. Par contre, on commence à s'intéresser à toute l'histoire du bleu de travail abîmé, du vêtement comme ça, pour tout le 19e, et on commence à avoir des collections qui se font maintenant, alors qu'on achetait tout ça avant. C'est l'histoire du jean, c'est tout ça. Voilà. On est toujours en train de regarder, on pose le regard sur quelque chose qui est terminé. Donc, vous avez toute la notion en fait de rareté de l'objet. Et la rareté, c'est pas le côté exceptionnel de sa technologie de réalisation. Ça peut être le fait qu'on ait pratiquement plus d'exemples de choses extrêmement triviales. Alors, il y a plusieurs techniques. Vous savez, après, il y a plusieurs écoles aussi là-dedans. Là, ce qui est très important, c'est qu'il n'y ait pas d'insectes et qu'il n'y ait pas de lumière. L'humidité. Trop sec, c'est pas encore, à part si on a de la fourrure, trop sec, c'est moins grave que trop humide. Voilà.
Les deux ne sont pas souhaitables, mais il y a une proportion. Être à l'abri de la poussière, attention aux matériaux qui sont en contact avec le textile, parce qu'il y a une certaine acidité. Le bois, le carton, etc. Donc ça, il faut le gérer, ou il faut isoler, ou bien prendre des matériaux dans lesquels on sait qu'on n'aura pas de dégagement d'acidité. Mais on s'aperçoit, alors, curieusement, toutes ces notions qu'on a de conservation, qui heureusement sont là, il y a beaucoup de tissus qui se sont conservés bien qu'on ait eu peu d'attention. Donc ça fait un peu mentir, mais l'idéal c'est ça, en tout cas les trous de mythe, les petites bêtes, c'est irrémédiable, la lumière c'est irrémédiable, la poussière ça peut encore se nettoyer, l'humidité, les champignons c'est des attaques et puis tout de suite, hein, donc